Bonjour les artistes, salut la communauté. Je pense que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un test de moniteur externe pour caméra. Donc là, je vais vous présenter tout simplement le LH5P de chez Portkeys. C'est du 5,5 pouces, il est assez compact et surtout, on le verra tout à l'heure, ce qui fait l'originalité de ce moniteur, c'est sa capacité à contrôler les paramètres de la caméra directement sur l'écran. Et puis sinon, il est relativement abordable. Je pense qu'on est dans l'entrée, début, milieu de gamme des moniteurs externes. Si vous recherchez un moniteur pour votre caméra, peut-être que celui-là saura vous convaincre. Allez, petite intro et c'est parti! Donc on l'a dit, le LH5P, il intègre un écran LCD de 5,5 pouces. Ça correspond à peu près à 14 cm en diagonale. À nu, il pèse 234 grammes, ce qui est relativement léger et en même temps, ça ne fait pas trop gadget. On a l'impression d'avoir quelque chose de sérieux. D'ailleurs, ils ont retravaillé la structure. On n'a pas de plastique, on a un revêtement en aluminium. On a une impression de robustesse. En plus, le moniteur est livré avec une petite boîte de transport, de protection. On a de la mousse à l'intérieur. Pour ma part, heureusement que le moniteur était dans la boîte de protection parce que le paquet avait pris quelques chocs pendant le transport. Donc c'est bien d'avoir pensé à cette boîte de transport. Maintenant, c'est dommage qu'elle ne soit pas un peu plus grande parce que là, elle peut contenir que l'écran, mais on n'aura pas de place pour les câbles ou la petite antenne. Donc ça, c'est un peu dommage, ça serait un point à améliorer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce pack? On a l'écran, un câble secteur, un câble USB-C à micro USB, un câble de contrôle LANC, deux antennes, une clé USB qui contient notamment un guide, et puis on a la boîte de protection. Ensuite, au niveau du support d'installation, on a juste un trou 1/4 de pouce à la base du moniteur, avec aussi des trous de chaque côté pour les petits pins, les goupilles Harry de sécurité. Mais voilà, ça aurait été bien d'avoir peut-être un autre point de fixation sur le côté pour offrir plus de possibilités quand on veut créer un rig, un setup un peu plus volumineux avec d'autres accessoires. Ensuite, pour l'alimentation, il fonctionne soit sur batterie NPF, soit directement sur secteur ou batterie V-mount avec la prise DC 5 pins. Alors moi je l'ai utilisé pendant mon reportage sur Hémisphère, j'ai dû changer peut-être 2 fois les batteries. Alors moi je devais pas avoir les toutes petites, je devais avoir les 750 ou les 970 et il me semble avec ces batteries il peut tenir un peu plus de 2 heures, sinon avec les plus petites ça sera environ 60 à 80 minutes. Ensuite au niveau des connectiques, on a du Full HDMI in et out. Le LH5P est capable de supporter un signal 4K DCI à 24 images par seconde, du 4K Ultra HD jusqu'à 30 images par seconde et du Full HD jusqu'à 60 images par seconde. On a aussi une prise casque 3,5 mm. Pour l'instant, je l'ai connecté au Sony A7 III, donc je rappelle, l'écran a une résolution de 1920 par 1080 avec un ratio de 1000 par 1 et il possède une luminosité de 1700 nits, ce qui est quand même pas mal. En extérieur, en plein soleil, on peut totalement voir son image et faire son exposition. Donc l'écran il est entièrement tactile, on tape une fois dessus pour basculer entre les displays et le plein écran. Ensuite, en glissant le doigt à gauche ou à droite, on peut changer d'onglet. On a 2 nouveaux réglages. Donc sur la page settings, la page des réglages, avec le premier onglet, on a accès aux options qui affectent l'image. Tu vois qu'on a la luminosité, le contraste, la chrominance, la netteté, la teinte, et si on swipe, ensuite on a d'autres réglages. On va pouvoir régler le degré de compression anamorphique, donc on a du 1,33, du 1,42, 1,5, 1,66, 1,85, du 2, du 2,35, et il y a même un réglage utilisateur où tu peux rentrer exactement la valeur désirée, et ça c'est pas toujours le cas. Ensuite à côté, on a le backlight, le rétroéclairage. Par défaut sur la première version, au début ça allait de 1 à 100, maintenant ça va de 1 à 10, donc c'est un peu plus simple, plus rapide à régler. Et puis enfin, on a le réglage de la température de couleur. Donc ça, c'est le premier onglet. Ensuite, on peut modifier le sens de l'image, on peut l'inverser horizontalement et verticalement. Ça peut être pratique quand vous retournez l'écran pour l'utiliser en face caméra. Et on peut aussi modifier le sens des menus sans changer celui de l'image. Donc ça, c'est bien d'en avoir l'option. Ensuite, on a un autre onglet. On va pouvoir régler la langue. Il y a le choix entre l'anglais ou le chinois. On peut également modifier la transparence des menus. On peut aussi régler l'intensité des ventilateurs. Ça, c'est hyper cool d'en avoir l'option. On a le choix entre low, médium ou élevé. Et donc, forcément, ils feront plus ou moins de bruit. Personnellement, je l'utilise sur low à chaque fois et j'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. Sur le tournage, forcément, ça a chauffé un petit peu, mais je pense rien d'inquiétant. Et au moins, là, les ventilateurs n'ont pas du tout gêné la prise de son. Et ça, c'est ce qui me manque un petit peu avec l'Atomos Ninja 5. Il a des ventilateurs qui font quand même assez de bruit.
Il y a aussi une option pour verrouiller le tactile. On a également Gesture Zooming, donc ça nous donne tout simplement la possibilité de zoomer avec le tactile directement sur le moniteur. Ensuite, on peut évidemment activer une lutte de lecture. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus du guide sur la clé USB, la marque, en tout cas c'était mon cas, fournit également des luttes de lecture en Rec 709 des différentes marques. Il y a du Blackmagic, du Canon, Fujifilm, du Nikon, du Panasonic, du Sony et Zcam, donc ça c'est assez sympa. Ensuite, il suffit de connecter la clé USB sur le port USB du moniteur, puis on vient charger les luttes qui nous intéressent. Une fois que c'est fait, on les retrouve directement dans la mémoire du moniteur. On va pouvoir stocker jusqu'à 20 luttes, donc ça c'est quand même pas mal. Donc tout ça, ce sont les réglages du menu. Maintenant, on a la page fonction où on retrouve le signal d'entrée. Là, on voit qu'on reçoit la 4K Ultra HD de la caméra à 25 images par seconde. On voit qu'on a une lutte qui est appliquée. On retrouve aussi la luminosité de l'écran, le mode du ventilo et l'indicateur de batterie. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on va pouvoir personnaliser cette page fonction. On va pouvoir ajouter des outils, des options de chaque côté. Pour ça, il suffit de faire un glisser sur la droite pour visualiser tous les outils qu'offre le moniteur. Tu vois, il suffit de le sélectionner pour l'ajouter à la page fonction. Et ensuite, pour accéder au réglage de l'outil, il faut faire un appui long dessus. Ensuite, il y a différents réglages. On a un guide à 80%, 90%, un format carré, du 16/9, du 9/16, du 15/9, du 4/3, du 1,5/1, du 1,85/1, du 2/1, du 2,35, du 2,39 ou encore un mode utilisateur où on va pouvoir régler exactement les dimensions. Ensuite, on peut afficher un repère au centre de l'image, ça sera une croix. On peut également la décaler avec les coordonnées. Il y a également un grid qu'on va pouvoir modifier avec différentes régions. Il y a du focus picking, bien entendu. On va pouvoir régler la sensibilité, la couleur et puis on peut changer le mode. Donc là, ça c'est le mode par défaut, mais on peut mettre aussi l'image en noir et blanc. Là, il y aura juste la couleur du focus picking. Et ensuite, il y a d'autres modes où l'image s'assombrit. On a aussi les fausses couleurs, avec en plus une échelle de valeur en fonction des couleurs. Donc ça, c'est assez visuel, je trouve. On a aussi les zébras. Donc on peut choisir une option pour les valeurs sombres et une autre pour les valeurs claires. On peut personnaliser leurs couleurs, leurs valeurs IRE et on peut activer les deux en même temps. On a une option Underscan, on a un histogramme en fonction de la luminance, on peut mettre le fond en transparence ou non, il y a deux échelles possibles et on peut aussi le positionner à chaque coin de l'image. Donc ça c'est vraiment bien d'avoir autant de possibilités au niveau de la personnalisation. On peut afficher aussi une waveform, là encore il y a plusieurs options de contrôle. On a également une waveform RGB. On peut afficher les canaux audio, on va pouvoir régler leur position. On peut afficher aussi un raccourci rapide vers la lutte 3D. On a une option de zoom ainsi qu'un paramètre HDR. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on a 4 boutons physiques personnalisables, F1, F2, F3 et F4. Donc là, on va dire, on a vu les options classiques d'un moniteur. Maintenant, l'originalité, c'est qu'on peut contrôler la caméra directement avec le moniteur. Il y a différentes méthodes en fonction de votre caméra. Il est même possible pour certains boîtiers de connecter la caméra en Wi-Fi au moniteur. Je crois que pour l'instant, c'est possible uniquement avec le Sony A7 III et aussi avec la Blackmagic 4K et 6K, mais avec le Bluetooth. J'ai fait le test justement avec l'A7 III, donc c'est assez simple, il suffit d'activer le contrôle par smartphone sur la caméra et d'afficher le mot de passe du Wi-Fi. Ensuite sur le moniteur, on active le Wi-Fi, donc là il va détecter l'A7 III. Ensuite, on n'a plus qu'à rentrer le mot de passe. Et tu vois maintenant, j'ai accès à tous les paramètres de ma caméra. On peut choisir le mode d'exposition, je peux contrôler l'iris, donc l'ouverture. Il y a un léger délai, je dirais d'environ 1 seconde. Je peux faire également la même chose avec le shutter et on peut contrôler les ISO. On a aussi accès à la température de couleur. On peut même sélectionner le débit et la cadence de notre image. Alors là, en 4K avec la 7 III, on a juste les 25 images par seconde. Et puis on peut aussi lancer le rec directement à partir du moniteur. Il y a encore une fois un petit délai. Bon, perso, sur le terrain, en tournage, je suis pas sûr que ce sont des options que je vais utiliser, mais ça peut être intéressant, ça existe, c'est disponible. Peut-être que pour vous, ça va être une fonctionnalité qui va vous intéresser et vous être utile. Et puis après, en faisant glisser le doigt vers le haut, on accède à la 4e page du moniteur. C'est les menus, on va pouvoir contrôler
contrôler donc les moteurs, donc soit pour le focus, pour le zoom ou l'iris. Alors vous l'avez vu, c'est le moniteur que j'ai utilisé avec l'A7 IV sur mon dernier tournage, mon dernier reportage sur Hémisphère. J'avais activé le focus speaking parce que je fais toujours ma mise au point en tournage en manuel. C'est vrai que là habituellement j'utilise toujours un écran externe, c'est quand même plus simple. Et puis j'avais activé également les barres 2.35 et j'avais assombri toutes les parties à l'extérieur pour tout simplement commencer déjà à cadrer, à composer mon image sur le tournage en fonction de ce format. Donc voilà, il a fait le taf. C'est vrai que c'est toujours plus agréable d'utiliser un écran externe plutôt que le petit écran de la caméra qui n'est pas forcément toujours de très bonne qualité. Et puis même parfois quand tu veux montrer l'image au client, voilà, c'est beaucoup plus joli quand même de le montrer sur l'écran externe. Donc au niveau du prix, on va le trouver aux alentours de 432 €. Alors c'est moins cher que l'Atomos Ninja 5, je crois que c'est juste un peu plus cher que le Shinobi. Après c'est vrai que là on n'a pas l'option d'enregistrement du Ninja 5, mais il y a déjà pas mal de fonctionnalités, vraiment il y en a beaucoup et j'aime bien le fait qu'on puisse les personnaliser à chaque fois, choisir leur position, la transparence, qui est différentes tailles aussi. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'il y ait 4 boutons personnalisables, voilà 4 raccourcis qu'on peut activer très rapidement. On n'a pas besoin de retourner dans les menus pour choisir exactement ce qu'on veut activer. Donc quand même pratique, hein, c'est plutôt un bon moniteur, c'est du 1700 nits, hein, donc voilà, on a un éclairage quand même assez lumineux, il n'y aura pas trop de soucis en extérieur. Et puis c'est du 5,5 pouces, on a quand même une bonne représentation de l'image et en même temps ça reste compact, assez discret. Après, comme je l'ai dit en début de review, ça aurait été bien au niveau de la boîte de rangement de transport, qu'elle soit peut-être un tout petit peu plus large ou en tout cas qu'il y ait la possibilité d'avoir une petite pochette supplémentaire de manière à pouvoir mettre quelques câbles, peut-être l'antenne ou encore la batterie. Ça aurait été pratique d'avoir tout réuni dans la même boîte au même endroit. Donc voilà, si vous ne recherchez pas un moniteur haut de gamme, si vous n'avez pas besoin de prise SDI, là on a un moniteur un peu original avec cette capacité de contrôler la caméra. Et puis après on retrouve en grande majorité la plupart des outils d'aide à l'exposition, à la mise au point, d'aide à la composition, au cadrage, qu'on aime bien avoir en tant que vidéaste sur notre moniteur pour venir compléter déjà les options de la caméra. Voilà les artistes, ça fait un moment que j'avais pas testé de moniteur, donc je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant. Il y aura certainement d'autres reviews en 2022 de moniteurs s'il y a de nouveautés, de nouvelles références, ou si il y a une référence qui vous intéresse en particulier, peut-être que je vais pouvoir la tester sur la chaîne. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'attends vos retours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!